Je m'appelle Aude Zebowski, je suis doctorante en sociologie de l'environnement, affiliée à la faculté des sciences sociales de l'Université de Strasbourg, et j'ai une affinité toute particulière pour l'étude des mondes ruraux et agricoles. Je m'appelle Philippe Amann. Comme Aude, je suis sociologue à l'Université de Strasbourg, professeur à la faculté des sciences sociales et en particulier à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Et mes recherches interrogent plus particulièrement les interactions entre territoire et environnement. À l'heure actuelle, force est de constater que les sciences sociales ont relativement peu investi l'objet éthique par rapport à l'ensemble de la production scientifique sur le sujet, qui témoigne encore largement d'un primat des études médicales. Pourtant, les facteurs humains sont susceptibles d'apporter un éclairage précieux sur le sujet, d'où notre positionnement. D'autre part, en tant que maladie qui se transmettent des animaux vertébrés à l'homme, les zoonoses constituent un réel défi sociétal, tant sur les plans sanitaires et scientifiques que politiques, d'où l'intérêt de considérer, grâce au regard sociologique, à la fois des variables individuelles, collectives, sociales et environnementales, pour reconnaître le rôle à jouer par les individus face aux risques TIC sur un territoire. Dans ce contexte, il nous est apparu concrètement avoir affaire à un objet en quelque sorte deux en un, c'est-à-dire investi d'une part par des écologues et des spécialistes de sciences de l'environnement qui interrogent les milieux de vie d'éthique, les évolutions des forêts et des espaces de nature, et d'un autre côté, un regard qui est un regard davantage médical, biologique, de santé publique, qui s'attache plus spécialement, lui, à la maladie de Lyme ou borréliose, véhiculée par les tiques et les conséquences sur la santé. Par rapport à ce double constat et ce double cadrage, il s'agit pour nous de réinjecter l'épaisseur du social pour penser en relation, justement, les aspects sociétaux et de nature, c'est-à-dire relire le cadrage classique écologique en un cadrage socio-environnemental et par là reconnaître aussi l'épaisseur de la maladie de Lyme par rapport à une diversité de groupes sociaux et professionnels en intégrant ça à une territorialisation de l'enjeu. Le choix de l'Argonne comme territoire d'étude se justifie de deux façons. D'une part, l'Argonne, qui se situe à la jonction de trois départements, Ardennes, Marne et Meuse, est un territoire rural, peu anthropisé, caractérisé par un grand nombre de massifs forestiers, par des espaces agricoles, des espaces de nature, de nombreuses activités cynégétiques et sylvicoles qui sont autant d'occasions de rencontres humains-tiques. Et d'autre part, l'Argonne a été le lieu de développement d'une zone atelier environnementale rurale du CNRS, dont le rôle est justement de faire lien et liant entre des chercheurs et la société civile locale, ce qui a été un plus considérable pour nous pour mettre en place ce projet dans sa dimension de sciences participatives. Donc, comme on l'a dit, la mosaïque des milieux de l'Argonne constitue tout autant d'interfaces entre activités humaines et milieux hôtes pour la tique, d'un milieu ouvert, par exemple les pâturages, à un autre milieu fermé, par exemple les forêts, et d'un groupe d'acteurs à un autre. Les perceptions et les usages des lieux diffèrent, et avec eux l'exposition aux tiques. Donc, partant de là, nous avons été attentifs à croiser une pluralité d'acteurs avec la diversité du paysage argonnais lui-même, en enquêtant auprès des chasseurs et des forestiers s'agissant des milieux fermés, et auprès des agriculteurs et des associatifs sport, nature et loisirs pour représenter les milieux ouverts. Suivant une mise en dialogue partenarial et territorialisée, nous avons construit un dispositif méthodologique associant pour chaque groupe d'acteurs des entretiens semi-directifs, donc une trentaine au total, des observations de terrain, alors notamment par la participation à une battue de chasse au grand gibier. Nous avons également suivi un technicien forestier de l'ONF sur une journée de travail, participé à l'édition 2022 de la Grande Traversée de l'Argonne, avec en parallèle des observations conduites sur des exploitations agricoles. Et aussi, grâce au soutien des fédérations de chasseurs locales, nous avons diffusé un questionnaire pour tester un regard plus quantitatif et à plus vaste échelle. Cette recherche a été fondée autour de deux grands objectifs. D'une part, d'un point de vue sociologique, il s'agit pour nous de tenir une triple dimension
à la fois des savoirs, des représentations et des pratiques sociales autour de la question de la présence concrète des TIC en Argonne, et en particulier pour les acteurs de terrain, s'apercevoir ainsi par nos enquêtes que justement il y a une inscription forte dans un vécu local à ces 3 titres. Et à cela s'articule par l'épaisseur du social un deuxième objectif qui a été de relire ensemble, à partir de la dimension sociologique, 3 lectures qui sont souvent séparées, c'est-à-dire une entrée environnementale, se demander quels sont les savoirs de la nature, quelles sont les représentations d'une forêt, la dimension médicale et de santé, en se demandant quelles sont les connaissances autour de la maladie de Lyme, mais aussi finalement les incarnations, parfois les expériences difficiles des uns et des autres, et la question enfin de la gestion de ce rapport au TIC. Est-ce qu'on est sur de l'action publique, sur des politiques collectives ou sur de l'individualisation des pratiques? À côté de ça, il s'agit à chaque fois de tenir ces 2 objectifs par rapport à la diversité des groupes sociaux en présence, professionnels et d'un autre côté loisirs, en examinant ce qu'il en est donc pour les chasseurs, pour les forestiers, également pour les agriculteurs et enfin pour des randonneurs et des pratiques de loisirs. Alors la question d'éthique s'insère territorialement dans un double rapport au temps qui associe le court terme des saisons avec la perception d'évolution sur la moyenne durée. Donc là où certains défendent l'idée d'une saisonnalité étendue des tiques, dont la présence serait élargie tout au long de l'année, même en hiver, alors d'autres préfèrent en rester à une perception plus traditionnelle, qui ne reconnaît et ne redoute la présence de tiques qu'à la forte saison, c'est-à-dire en automne et au printemps. Partant de là, un premier registre explicatif avancé à la présence importante de tiques en Argonne relèverait du dérèglement climatique et de ses impacts globaux. Par exemple, on peut citer les nombreuses crises épidémiques qui sévissent en forêt, par exemple les scolites, ainsi que les dégâts météorologiques qui contribuent à ouvrir les peuplements forestiers et donc à y créer des microclimats favorables aux tiques. À côté de ces facteurs macro et notamment climatiques, qui effectivement sont partagés par l'ensemble des acteurs de terrain, on a également pu repérer au cours de nos enquêtes des facteurs davantage humains et territorialisés qui ont la particularité, eux, d'être mis en avant non pas par l'ensemble des acteurs, mais par certains groupes professionnels et sociaux plus que d'autres. Alors, il est question parfois de l'agrainage, il est question parfois des cultures intensives, ailleurs, il est encore question de la gestion des forêts. Et en plus de cela, ce que nous avons également repéré, chez un certain nombre d'acteurs, pas seulement des naturalistes, mais aussi par exemple des chasseurs ou des forestiers, c'est la mise en avant d'une réflexion systémique, c'est-à-dire de fait de penser ensemble une politique favorable à la biodiversité, les équilibres forêt-faune et la non-prolifération de tiques. Clairement, pour l'ensemble des acteurs de terrain, ce sont les forêts qui sont considérées comme les milieux les plus favorables à la rencontre humain-tique. De manière plus précise, on considère que plus il y a de végétation dense en sous-bois et plus il y a de tiques. Il y a également des enjeux autour des peuplements forestiers, c'est-à-dire davantage des forêts de feuillus que des forêts de conifères, par exemple. Et il y a une dimension cumulative à ces facteurs, c'est-à-dire que si on a affaire à une forêt de feuillus, si on a un milieu relativement humide et du sous-bois dense, c'est là que c'est vu comme étant le plus favorable à la prolifération des tiques. Et par extension, des zones à tiques sont également évoquées autour de milieux à fougères, autour de hautes herbes et plus largement autour d'espaces non entretenus. A contrario, la perception de zones à tiques est largement moins constituée s'agissant des milieux agricoles et ouverts. Unanimement, les agriculteurs enquêtés ne rattachaient pas leurs terres agricoles à un risque préoccupant de piqûres de tiques. Et certains confiaient même que leur mode de travail ne les exposait pas ou plus au contact avec les tiques. D'un point de vue pratique, les perceptions de la question des tiques sont fréquemment médiées socialement à travers des passages et des passeurs de proximité. Donc d'une part, par l'intermédiaire de l'expérience directe ou du cercle d'interconnaissance, qu'il soit familial, professionnel, amical,
le sujet est d'autant plus constitué et diffusé qu'il s'incarne concrètement dans des conséquences expérimentées par les proches sur leur propre santé. Aussi, d'autre part, apparaît la place nodale des animaux de compagnie, avec les chats et les chiens au premier plan, qui, en tant qu'hôtes frontières, qui entretiennent un rapport quotidien avec l'homme, permettent de visibiliser la piqûre de tique, les répercussions possibles sur la santé, ainsi que les bons gestes à adopter. Par exemple, on peut citer l'usage du tire-tique commun aux animaux et aux humains. En termes d'action publique et plus largement de politique de prévention vis-à-vis du risque tique, deux grandes conclusions émergent à partir de nos enquêtes. D'une part, la mise en avant par bon nombre de responsables d'une mise en responsabilité individuelle face à ce risque tique. À savoir que, aussi bien auprès de responsables forestiers, cynégétiques ou d'associations nature-loisirs, ce dont il est question, c'est d'attirer l'attention de vous et moi, de tout un chacun, sur des mesures de prévention qui peuvent être prises, notamment en termes de vestimentaire et de vestimentaire couvrant, par exemple, le fait de mettre des bottes, selon le milieu, un pantalon long, éventuellement une veste, éventuellement un couvre-chef, selon les cas, le fait aussi d'avoir avec soi un tire-tique et également, au retour d'une activité de plein air ou d'une activité professionnelle en forêt ou dans un milieu qu'on peut considérer à risque, le fait d'avoir un contrôle corporel systématique. En même temps, ces entre guillemets bonnes pratiques qui sont mises en avant sont confrontées justement à la diversité du social. Et ce qu'on repère, c'est des accommodements permanents. Accommodements parfois en fonction des saisons. En été, on va avoir tendance à avoir un vestimentaire moins couvrant qu'en hiver, quand bien même le risque tique est non nul en été, loin de là, et notamment dans des milieux humides. Également en fonction justement de ces milieux, à savoir milieu fermé, milieu ouvert, selon que l'on est en milieu de pâturage ou dans forêt, par exemple, selon la perception également individuelle du risque tique en tant que tel. Par exemple, quelqu'un qui, dans son cadre professionnel, va au quotidien être confronté à une zone attique, eh bien, soit ça va le sensibiliser davantage à plus de précautions, soit, au bout d'un moment, ça peut aussi banaliser cette rencontre avec la tique. Et enfin, cela va dépendre aussi de représentation et de perception de l'efficience d'un certain nombre de mesures de protection. Par exemple, lorsque l'on recommande de mettre des gants, il est clair que les gants ne vont pas protéger pour autant le fait que la tique va pouvoir crapahuter sur le reste du corps. D'autre part, il s'agit de savoir comment communiquer concrètement sur le risque lié aux tiques. Et à ce titre, l'attention réservée aux supports de communication est enserrée dans le social. Il s'agit de faire concret, de diffuser sur site, avec des dispositifs repérables directement d'un groupe d'acteurs à un autre. Cela dit, il s'agit quand même de continuer à promouvoir économiquement le développement local, l'activité cynégétique, le tourisme, etc. D'où une certaine réserve exprimée à l'égard d'une communication inquiète sur le sujet des tiques. Il s'agit de ne pas affoler, de ne pas trop en dire, au risque de renverser les représentations sociales associées à la nature et plus spécifiquement à la forêt, comme un lieu de bien-être et de liberté, et non pas comme un lieu de danger permanent. Alors, je ne peux pas dire que ça nous préoccupe. Aujourd'hui, on est, je pense, bien sensibilisés, et notamment grâce à des projets comme le vôtre, sur les maladies attiques, sur la nécessité d'être vigilant. Donc, je pense qu'on encourage tous les gens qui viennent ici à être vigilants et à essayer de tout baser sur la prévention et de faire attention. On commence à connaître un petit peu les périodes les plus sensibles, les endroits les plus sensibles. Et aujourd'hui, voilà, je veux pas parler de préoccupation parce que je pense que le fait d'avoir intégré justement les choses fait qu'on s'en préoccupe. Enfin, c'est pas une préoccupation prégnante au quotidien, sinon on pourrait plus vivre notre métier de forestier, sachant qu'il y a malheureusement aussi bien d'autres maladies ou zoonoses qu'on peut attraper en forêt ou sur les étangs. Donc voilà, donc je pense que c'est pas quelque chose qui nous préoccupe, c'est quelque chose qu'on a à l'esprit et qui nous invite à être vigilants. Voilà. Je pense que c'est ça la clé en fait, c'est la vigilance. Je pense que les problèmes arrivent justement parce que les gens sont pas vigilants. Mais de là en faire une préoccupation quotidienne, je pense pas qu'il faut que ça devienne ça non plus, sinon on pourrait plus vivre sereinement et aussi bien qu'on le fait en forêt aujourd'hui, quoi.